Donc, on peut commencer. D'abord, nous remercions tous ceux qui ont répondu présents à ce webinaire organisé par l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande pour célébrer la journée internationale de la mer. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme panéliste le commandant Gorgissi, que je vais vous présenter bientôt. Donc, moi, je suis le modérateur, je m'appelle Aliou Ndiaye, je suis capitaine à la marine marchande et actuellement coordinateur des opérations maritimes pour le projet MCA, Millennium Challenge Account. Ensuite, je suis sorti de l'École nationale de formation maritime de Dakar avec un diplôme de capitaine 3000 UMS. Donc aujourd'hui, le webinaire va s'articuler sur le thème de l'OMI, la sécurité d'abord. Donc l'association place la sécurité parmi ses priorités. C'est pour cela que nous avons organisé ce webinaire comme nous avons l'habitude de le faire. L'année dernière, nous avions organisé une conférence. Cette année, nous avons choisi de faire un webinaire pour qu'on puisse partager avec tous les officiers de la marine marchande et tous les marins du Sénégal et ceux qui ne sont même pas marins, les enjeux liés à la sécurité maritime. D'abord, avant de commencer, je vais présenter l'ASOMAR et présenter les objectifs de l'association. L'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, l'ASOMAR, a été créée pour continuer la vision et les travaux de l'ancienne association dénommée UNAM, Union des officiers navigants de la marine marchande de 1988. Et dans le respect des dispositions légales, l'association a l'exclusion de tout but lucratif, politique ou religieux a pour mission de créer. Donc, est-ce que vous pouvez... Oui, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Bienvenue. Hassan, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Hassan, effectivement, on continue. Donc, je continue la présentation de l'ASOMAR et ses objectifs. L'objectif de l'ASOMAR est de créer un lien entre les marins et le secteur maritime, fédérer les esprits et les cœurs dans l'intérêt suprême de la corporation, créer un cadre de concertation, de rencontres, d'échanges et de réflexion, apporter un soutien actif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation maritime, émettre des avis et suggestions objectifs sur toutes les questions relatives au développement du secteur de l'économie maritime, contribuer à l'amélioration de la formation et à l'intégration des jeunes marins dans la vie active, participer à la valorisation du statut des marins de la marine marchande, développer des relations amicales, culturelles et professionnelles avec d'autres associations nationales, africaines ou internationales qui partagent les mêmes objectifs et valeurs. Apporter un soutien actif au développement socio-économique du Sénégal. D'une manière générale, mener toute action et procéder à toute opération de nature à aider directement ou indirectement à la réalisation de l'objectif de l'association. Donc, voici la présentation de l'association qui regroupe actuellement plus de 200 officiers de la marine marchande. Il faut savoir que dans le secteur maritime, nous avons deux branches, le département pont et le département machine. Donc, actuellement, nous regroupons plus de 200 officiers issus, certains qui ont travaillé sur le pont et certains qui ont travaillé à la machine. Donc, la majeure partie des officiers de la marine marchande, si on fait le sondage ou bien si on se base sur les statistiques, ils sortent de l'École nationale de formation maritime de Dakar. D'autres sortent de l'ISEM, Institut supérieur d'études maritimes de Casablanca. D'autres sont sortis de l'Académie régionale de Abidjan et d'autres ont fait leurs études en France et partout ailleurs dans le monde. Donc, après la présentation de l'ASOMAR, je vais présenter le commandant Gorgissi, qui est capitaine de première classe de la navigation maritime, qui est aussi polyvalent. Il est chef mécanicien il peut être chef mécanicien sur un bateau et capitaine sur un navire. Donc, c'est un diplômé polyvalent qui a été chef mécanicien sur les plus grands navires du monde et capitaine ou commandant sur les plus grands navires du monde. Donc, le commandant Gorgissi est spécialisé dans le domaine du transport de gaz naturel liquéfié.
Il est également consultant pour les chantiers navals pour la construction et les essais des méthaniers neufs. Les méthaniers sont les navires qui transportent du méthane. Il est capitaine de première classe à la navigation maritime, brevet de polyvalence sans limitation de puissance et de tonnage, obtenu après un diplôme d'études supérieures maritimes. Le commandant Si, durant son parcours, a navigué comme chef sur les remorqueurs de Dakar, donc il a commencé ici au Sénégal, et est également passé à la Sénélec dans le cadre de la mise à niveau de la centrale de Saint-Louis. Après ses études supérieures maritimes, il a intégré la compagnie Gaz Océan, où il a occupé le poste de chef mécanicien du méthanier, le Gazélis, avant de prendre le commandement du Provalis, qui était le plus gros méthanier du monde, sorti en 2006, avec une capacité de 155 000 m3 de GNL, gaz naturel liquéfié, avec des moteurs dual fuel. Une propulsion électrique de 28 MW, le commandant Gorgui Sy est le premier Africain à commander ce type de navire, qui l'a amené à fréquenter les principaux terminaux méthaniers du monde, à savoir la France, l'Espagne, les États-Unis, la Norvège, l'Algérie, l'Égypte, le Yémen, la Corée du Sud et la Chine. Donc, nous avons eu comme panéliste le commandant Gorgui Sy, qui fait vraiment la fierté du secteur maritime. En étant élève officier à l'École nationale de formation maritime, on nous parlait souvent de ses prouesses réalisées dans le domaine de la navigation. Donc, c'est pourquoi nous avons eu l'honneur et la fierté aujourd'hui de l'avoir comme panéliste pour partager avec nous son expérience dans le secteur, mais aussi nous parler de la sécurité par rapport au thème suivant. Donc, il va parler de la sécurité maritime de façon générale. Il va parler de l'historique de la réglementation maritime qui régit la sécurité. Il va parler des grandes réglementations internationales en matière de sécurité, les conventions SOLAS, les conventions de l'OMC, ensuite la convention MARPOL, la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, leur origine, la convention de 1966, le Code international des marchandises dangereuses et leur origine. Il va aussi parler de la Convention internationale sur le jauge des navires. Il va parler aussi de la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer. Il va parler aussi de la Convention sur les normes de formation des gens de mer qu'on appelle communément SSW, parce que tous les marins du monde, ils doivent suivre la même formation. Et cette formation est basée sur des normes de formation standardisées qu'on appelle SCCW. Il va aussi parler des textes internationaux, le Code international des signaux, ensuite le vocabulaire normalisé de la navigation, les manuels de recherche et de sauvetage de l'usage des navires de commerce. Il va aussi parler du secteur de l'offshore en matière de sécurité par rapport à un contexte où nous avons commencé à exploiter le pétrole et bientôt le gaz au Sénégal. Voilà. Donc, je vais aussi prendre une minute pour vous montrer comment on a souhaité faire ce webinaire. Donc, à chaque fois qu'une personne désire prendre la parole, donc il n'a qu'à lever la main. Il y a une cloche pour lever la main. Ensuite, on va vous donner la parole. Après l'intervention du commandant Gorgui Sy, donc on va laisser la parole à des personnes qui avaient décidé d'être des intervenants. Si vous avez aussi des questions. Oui, si vous avez aussi des questions par rapport à la présentation du commandant Gorgui Sy, donc il va falloir prendre la parole pour poser vos questions. Donc, nous avons aussi l'honneur d'avoir le commandant Tahirou Samb, qui est formateur à l'École nationale de formation maritime Dakar. Donc, nous avons aussi le président de l'Association sénégalaise des officiers de la marine marchande, le commandant Thione Fally Sène, capitaine illimité sorti du Maroc. Nous avons aussi le cargo technicien Khalifa Ababacar Sy Diop et Joseph Sanokor Faye, le chef mécanicien Hassan Sen. Voilà, donc la liste est longue. Donc, on peut dire que l'ensemble des officiers de la marine marchande sont très bien représentés pour ce webinaire. Donc, nous donnons la parole au commandant Gorgui Sy pour nous faire la présentation sur la sécurité. Merci. Commandant, vous avez la parole.
Bonjour à tout le monde. Merci, c'est tout un honneur, hein. Et j'ai accepté cette invitation malgré quelques problèmes familiaux, mais c'est dans un esprit parce que je pense qu'on va parler de quelque chose qui concerne tout le monde et qu'il est quand même temps que les officiers de la marine marchande au niveau du Sénégal fassent un bloc et se réunissent autour de l'essentiel. Voilà, donc cette année, on va parler d'un thème qui est imposé par l'Organisation maritime internationale. Comment Alundiaï a dit tout à l'heure, le capitaine Alundiaï a dit tout à l'heure, enfin, il a énuméré un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si on aura le temps de développer tout ça, mais on va essayer de créer un webinaire très interactif et son eau au moulin, parce qu'on va parler de quelque chose qui intéresse tous les marins, c'est-à-dire la sécurité maritime, hein. La sécurité maritime, on le voit bien, c'est devenu quand même un enjeu central. Un enjeu central, pourquoi? Parce que il y a une avancée technologique, hein, et aussi il y a également des zones de turbulence à travers le monde, hein. Il y a des guerres, il y a des endroits qui ne sont pas du tout très fréquentables, où on est exposé à des risques. Il y a également la qualité du personnel, c'est-à-dire les marins eux-mêmes, la formation qui, pour moi, a un rôle très important pour permettre aux marins de pouvoir réagir en cas d'urgence et réagir juste et bien. Voilà. Donc, parlant de la sécurité dans sa globalité, on peut dire que ça ne date pas de nos jours, hein. Très souvent, le classeur où se trouvent tous les types de sécurité est une affaire gardée soigneusement par les capitaines de navire. Mais quand on voit son élaboration, quand on essaie de rentrer dans son élaboration, c'est un peu rébarbatif. On se dit que c'est pas. Alors que toute la sécurité, toute la réglementation, c'est le fruit de travaux, et on ne peut pas dire que ça s'est passé très facilement. C'est un accouchement au forceps, hein. C'est-à-dire il y a pas mal de drames maritimes qui nous ont amené à réfléchir ensemble, qui ont amené les États à réfléchir ensemble pour en arriver à la création d'organismes techniques pouvant élaborer des textes, hein, et une réglementation qui nous permet de naviguer en toute sécurité. Voilà. Le premier de tous ces textes-là, ça va être la SOLAS, hein. La SOLAS, on sait bien, donc en 1914-1918, on sait bien que ça ne date pas de là. Pourquoi 1914? Parce que 1898 déjà, il y a eu des naufrages qui ont plus ou moins créé une forte émotion autour de la communauté internationale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des disparus, il y a beaucoup de morts, et on se demande pourquoi il y a eu autant de morts sur des navires qui étaient censés être en toute sécurité. Voilà. Après, on a avancé. On a avancé. Au début, c'était quelques pays européens, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ensuite, après, il y a eu la guerre de 14-18. Du coup, la première SOLAS n'a pas eu le temps d'être appliquée. Et après cette guerre-là, il y a eu les événements de cette guerre qui également ont apporté leur lot de malheur sur le tableau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réglementation concernant la sécurité, à chaque fois qu'un texte ou qu'une nouvelle réglementation est née, on est parti d'un bilan. C'est-à-dire, après un événement tragique en mer, on essaie de comprendre les raisons pour lesquelles et d'en tirer les conséquences pour éviter que cela ne se reproduise. J'ai d'ailleurs vu tout récemment sur les groupes WhatsApp, hein, je ne sais pas, c'est Lamar ou quelque chose comme ça. Il y a eu une publication parlant
parlant du Donnapaz. Ouais. Le Donnapaz, bon, c'est pas le Titanic. Hein. Le Donnapaz, c'était un ferry. Hein. Et le Titanic, c'était autre chose. Mais on a l'habitude de l'appeler comme ça parce qu'il y a eu beaucoup plus de morts qu'on ne l'aurait pensé. Et la conclusion, d'après les enquêtes, hein, c'est qu'après sa collision avec Victor, un pétrolier d'ailleurs, il y a eu le feu et il y a eu naufrage. Et on a vu que le personnel qui était sur le pétrolier n'était pas si compétent. Voilà, donc, j'en reviens à mon premier propos, la formation, c'est le socle pour permettre aux gens de réagir comme il faut en cas d'urgence. Après, bon, il faut dire que nous, on a vécu un drame on vient de commémorer il y a 2 jours, je crois, le 26, hein, c'était le Diola. Le Diola a été un événement beaucoup plus tragique, si on peut le dire, beaucoup plus tragique que le Titanic. Le bateau est encore là où il est. On ne l'a pas renfloué, on n'a pas fait une enquête comme il faut pour déterminer les raisons exactes de ce naufrage, hein, pour pouvoir en tirer des conclusions et certainement déboucher sur des lignes à ajouter aux réglementations existantes. Mais il n'y a pas eu d'enquête, on ne sait pas, on ne connaît pas les raisons réelles de ce capsize, hein, on ne sait pas. Voilà. Donc, il faut dire que la SOLAS regroupe tout. La SOLAS, c'est la base de tout. Et avant même jusqu'aux codes, les nouveaux codes qu'on a créés, il fallait avant toucher à certains chapitres de la SOLAS pour pouvoir créer d'autres codes, que ce soit l'ISPS ou autre, hein, modus et tout ça dans la construction. Il fallait toucher certains chapitres de la SOLAS parce que la SOLAS, comme on le sait, c'est comment la sauvegarde de la vie humaine en mer. Hein. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même si le naufrage du Titanic avait plus ou moins ému la communauté internationale, ensemble, les réflexions ont été toujours apportées sur comment les navires à passagers et tout ça. Hein. On a réfléchi sur les navires à passagers parce que c'est des navires qui transportent beaucoup de monde et en cas de pépin, c'est vrai que toute la communauté est émue, quoi. Hein. Alors, les normes de construction, après l'examen de ce qui s'est passé avec le Titanic, ça ne nous a pas permis d'augmenter d'ailleurs la drone de sauvetage. Hein. On a vu que les embarcations, bon, il n'y avait pas assez, si on peut dire comme ça, pour le Titanic. Mais après, après les nouvelles réglementations, après la révision de la SOLAS et tout ça, on a même fait des navires qui avaient moins d'embarcations parce qu'on était censé avoir réussi une prouesse technologique qui faisait que ces navires-là ne pouvaient pas se retrouver à chavirer. Malgré tout, c'est arrivé. Après, donc, je vais vous faire ça en abrégé comme ça parce que le temps ne nous permettra pas. C'est pour surtout créer l'interactivité s'il y a des questions intéressantes concernant la sécurité. Et par rapport au thème qui est posé, c'est surtout, je crois, comment faire pour améliorer la sécurité maritime. Et là, on verra sur quel axe qu'il faudrait travailler pour améliorer la sécurité maritime. On ne va pas élaborer toutes les grandes conventions de leur origine jusqu'à leur application. On va les citer et je pense que comme tout le monde, vous êtes au courant de ça, de leur existence, dans la mesure où ça constitue le livre de chevet des commandants qui sont là, qui regardent souvent ce que la SOLAS a dit par rapport à la sécurité, par rapport à la construction, par rapport à l'équipement. Voilà, donc je les cite, mais si c'était nécessaire, on peut rentrer dans le détail. On peut rentrer dans le détail et faire le bilan macabre quoi, de tous ces naufrages qui ont mené à des dispositions nouvelles. Et ensuite, après, il faudra qu'on parle des dispositions actuelles qu'il faut prendre pour améliorer la sécurité. L'amélioration de la sécurité, donc comme je l'ai dit tantôt, hein, c'est un enjeu crucial
pour assurer la protection des vies humaines, des biens et de l'environnement. Voilà. Parce que quand je dis ça, on voit tout de suite pour la protection de l'environnement. Vous avez vu l'évolution qu'a pris la Convention Marpol, hein, de 73 à nos jours, avec tous ses annexes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Il y a eu une très grande évolution. Et quant à son application, il faudrait qu'on appuie un peu sur les formations. Il faut que les gens soient formés pour bien appliquer les dispositions prévues par les conventions ou les réglementations. Voilà, donc il y a des leviers qui sont très importants pour pouvoir améliorer la sécurité. Vous avez la réglementation internationale, donc on sait, hein, c'est l'outil principal, l'organe technique, c'est l'organisation, c'est l'OMI. Je ne vais pas vous retracer son historique, je pense que vous le savez. Donc, c'était 48, ils en ont parlé déjà à Genève. 58, ils ont créé. Ensuite, il fallait attendre 82 pour créer l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Au début, c'était une organisation juste consultative, quoi, hein. Mais c'est devenu une organisation avec plusieurs départements et sous-départements qui réfléchissent ensemble dans différents domaines, que ce soit l'environnement, la sécurité, les équipements, tout ça là. Et il y a des départements qui sont chargés de réfléchir là-dessus. Donc, pour l'amélioration, c'est un des leviers sur lesquels il va falloir travailler, c'est-à-dire l'Organisation maritime internationale, les textes internationaux. Ensuite, le deuxième levier, c'est la technologie et l'innovation. Il y a eu quand même des nouvelles technologies comme les systèmes de suivi des navires. Il y a des radars nouveaux, il y a les AIS, comme j'ai dit, hein, et ensuite qui sont des outils nouveaux pour certains, hein, pour améliorer la sécurité maritime, quoi. Vous avez après un troisième levier, ça va être la formation et la certification des compétences. Voilà, donc il faut une formation et une certification des compétences des gens de mer pour être préparés à mieux réagir en cas de chasse en mer, c'est-à-dire à gérer les situations d'urgence. Ensuite, vous avez la surveillance et le contrôle qui revient aux autorités maritimes. Voilà, les autorités maritimes qui doivent faire de sorte qu'on ne se retrouve pas avec des navires sous-normés à fréquenter nos ports ou nos eaux. Donc, il faudrait un contrôle et pour ce faire également, les autorités maritimes doivent être dotées d'outils et de personnel compétents pour pouvoir mener des inspections comme il le faut. Alors, et faire de sorte qu'on puisse appliquer de manière très stricte les réglementations, hein. Ensuite, vous avez un autre levier, un quatrième ou cinquième, la coopération internationale entre les États. Voilà, on voit bien, hein, il y en a qui, beaucoup se sont inspirés du mémorandum de Paris, hein, et puis on a maintenant le mémorandum d'Arusha. Vous avez également le mémorandum dans les pays du Golfe, là, vous avez le mémorandum de Tokyo, vous en avez des mémorandums un peu partout. Ce sont des formes de coopération, de collaboration entre les États pour échanger des informations et se donner des best practices, comment il faudra faire pour gérer. Et si jamais il y a une pollution d'une grande ampleur, comment on peut unir nos forces et réagir de manière très efficace. Donc voilà des leviers sur lesquels il y en a d'autres, hein. Je pense que on parlera des drones également. Il y a plein d'autres outils, hein, qui arrivent sur le marché pour nous permettre de mieux gérer, quoi, hein. On parlera des outils qui permettent de faire un routage optimal, permettre aux navires de choisir des routes où il y a moins de combustion et tout ça. Il y a également dans les dispositions, comme dans la Convention Marpol, l'annexe 6, hein, pour la pollution atmosphérique, on est rentré également dans une évolution au niveau de la motorisation. Voilà, nous avons maintenant, je reviens de Corée du Sud, mais nous avons la construction des LFS, hein, des
liquid fuel ships. Voilà, donc c'est tous ces navires-là, ça ne va pas être que du méthane, non? Plus tard, il y aura d'autres combustibles à bas point éclair hein, qui vont être utilisés. Hein. Donc, tout ça là nous mène vers un horizon où les personnels devraient être préparés et aptes à utiliser tous ces moyens nouveaux, hein, toute cette technologie nouvelle. Voilà, en gros, je l'ai mis en ramassé comme ça pour permettre d'ouvrir permettre d'ouvrir un peu le débat, permettre à chacun, s'il a des questions à se poser par rapport à la sécurité, sur un point bien déterminé, que je pourrais me mettre à vous lire, par exemple, l'historique de la SOLAS, hein, de 14 à nos jours, quoi, la SOLAS 60-74, ou bien vous parlez de Marpol 73, ses applications, ses différents annexes, on est encore là demain matin. Hein. Donc, parce qu'il y a plein de choses. Mais qui est imposé par l'Organisation maritime internationale, quel avenir? Voilà, donc c'est vraiment axé sur l'amélioration, les améliorations qu'il faudrait apporter pour mieux gérer la sécurité à bord des navires. Je vous remercie d'avoir été long peut-être, mais je reste à votre disposition et encore une fois de plus, je suis très content de participer à ça et de voir autant de monde. Il y a 27 personnes qui sont autour de ce webinaire et ça laisse penser que tout le monde en fait son propre affaire. Et ce qu'il faut faire, il faudrait même peut-être unir nos forces davantage. On sait des choses, vous savez peut-être des choses même que nous ne savons pas, hein, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain maintenant. Nous, on évolue dans un sens, vous évoluez dans d'autres sens, mais c'est ce qui veut dire qu'il faudrait unir nos forces et nos connaissances pour faire un bloc assez homogène où on trouvera pas mal d'expertise, parce que l'expertise sénégalaise, ça ne manque pas. Voilà, maintenant, il faudrait l'exploiter, il faudrait également que les gens l'acceptent, qu'il y a des compétences. Moi, je suis persuadé que les compétences sénégalaises, il y en a pour soulever des montagnes. Même si on peut dire, ouais, commandant Si, c'est le seul Africain à avoir fait ci, à avoir fait ça, c'est parce que j'étais sur sa route. J'étais sur sa route et je ne pouvais pas faire autrement que le prendre. Et j'ai pris et puis j'ai essayé de montrer que c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Je suis parti d'un brevet chef de car machine ici, à l'UNFM. J'étais mécanicien sur les remorqueurs. Et ensuite, j'étais au Gabon et ensuite, je suis parti faire, je voulais faire aussi technicien. Taïrou, il sait bien de quoi je parle. Hein, donc, après, officier technicien a été supprimé. Je me suis retrouvé à faire ces nouvelles filières, 50%, 50%, qui a duré 3 ans théorique et 3 ans pratique. Ensuite, j'ai fait enclencher la filière royale, c'est-à-dire CNM, après un DSMM, quoi. Voilà, donc en gros, je sais que c'est un sujet tellement vaste et tellement intéressant qu'on peut y passer des heures, quoi. Je vous remercie et encore de m'avoir invité à ce panel super intéressant. Et je vous encourage aussi à rester dans cette dynamique-là parce qu'il n'y a que ça qui tient. Et il faudrait qu'on essaie. On est là, on est formé pour ce métier-là. Nous, on a peut-être passé le cap, hein, on est vieux briscards, mais vous qui êtes là, nous devons d'être à vos côtés, hein, de participer à vos activités, de vous faire des suggestions, de profiter également de votre dynamisme hein, et de votre connaissance, parce qu'il y a des choses peut-être nouvelles que vous, théoriquement, vous connaîtrez mieux que nous. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Merci, le commandant Gorgissi. Vous nous avez fait une très belle présentation de la sécurité maritime de façon générale. Donc, comme vous l'avez dit, hein, ce n'était pas idéal de parler des documents comme la SOLAS qui regroupe presque de 400 ou 500 pages. Donc, maintenant, le résumé que vous avez fait en cette présentation, vous avez parlé de tout en 30 minutes. Cela témoigne de votre expérience
et que nous sommes vraiment fiers d'avoir comme panéliste une personne de votre carrure. Maintenant, je vais axer un peu le webinaire en posant des questions parce qu'actuellement, il y a des gens qui ne sont pas marins, qui sont des profanes du secteur, qui suivent actuellement le webinaire. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous parler des dispositifs de sécurité que nous avons à bord des navires ou bien les équipements qu'on a à bord des navires au niveau même de la passerelle et dans les autres espaces? Merci. Oui, la question de Alungay, ça regroupe, disons, c'est le code ISM. Le code ISM, c'est rien d'autre que la gestion de la sécurité à bord. La gestion de la sécurité à bord, ça veut tout dire. Voilà. Que ça soit la sécurité incendie, que ça soit la sécurité pour l'abandon, que ça soit la sécurité pour la navigation. Et là, tout à l'heure, quand tu avais énuméré le chapitrage de Colreg 72, de Colreg, donc la régulation sur les abordages en mer, donc les règles de barre. Les règles de barre, et là, on revient, comme je l'ai dit tantôt, à la formation et à la connaissance. Les gens qui sont à la passerelle doivent maîtriser sur le bout des doigts les règles de barre. Voilà. Les règles de barre et également suivre les consignes permanentes parce que des fois, quand on est de quart à la passerelle, on ne peut pas avoir l'esprit à tout. Donc, il est du devoir du capitaine, commandant, comme on l'appelle, de leur laisser des consignes. Il y a des consignes permanentes qui sont le rappel de ce que vous devez savoir pour être de quart à la passerelle, mais il y a des consignes particulières qui peuvent être liées aux endroits fréquentés, à la densité du trafic là où vous êtes, à la situation météorologique du moment. Donc, la gestion, le code ISM, il repose sur un principe qui est simple. Le principe, c'est que la boucle doit être bouclée. La gestion de la sécurité, c'est que tout doit partir d'un point et revenir au point enregistré et classé. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Au début, quand le code ISM est arrivé, il nous a trouvés sur les passerelles, on était devenus parano. On mettait des classeurs pour tout. Familiarisation, machin, tout. On faisait des classeurs pour tout. Alors, on l'a évité avec le code ISPS, tant mieux. Mais avec le code ISM, le principe de la boucle, c'est-à-dire informer toute une chaîne et revenir au classement, dire que tout le monde a été informé et que les décisions ont été prises. Vous prenez par exemple sur la gestion des risques, vous prenez un risk assessment. Un risk assessment, avant de faire quoi que ce soit dans les travaux quotidiens, il y a une étude des risques à faire. Est-ce que ce que je vais faire comporte ou pas des risques? Et ces risques-là sont codifiés. Si le risque est vert, si c'est vert, ça veut dire que le feu est vert, on peut y passer. Si ça devient orange, on sait que c'est orange. Quand c'est rouge, on sait que c'est rouge. Il y a des travaux qu'on ne peut pas faire sans pour autant demander l'avis depuis l'intendant du bateau, que ça revienne à bord, qu'on nous dise que tout le monde est au courant qu'on va faire de la soudure au niveau de tel ou tel coupe, voilà, ou tel endroit du navire. Et là, tout le monde le sait. Donc, on a vu, nous, de notre côté à bord, en tant que marin exploitant, on a vu que bon, le risque n'était pas si important que ça. Mais l'ingénieur, lui, peut voir autre chose. Le superintendant du navire peut dire non, est-ce que vous avez fait attention à ça, à ça, à ça et à ça? Tout ça, ça permet d'arriver au risque zéro. C'est la sécurité, quand on prend le sens étymologique de la sécurité, en fait, c'est une situation dans laquelle on dit le degré de risque pour une personne ou une collectivité est jugé acceptable. C'est ça la définition de la sécurité. Voilà, le degré de risque est acceptable pour une personne ou pour la collectivité. En ce moment-là, on dit la sécurité.
Et quand on prendra non, ça c'est la sûreté. Hein. Quand on prendra la sécurité, c'est l'inverse. La sécurité, c'est la situation dans laquelle une personne n'est pas exposée à un danger. C'est la sécurité. L'autre, autant pour moi, la première définition, ça concerne la sûreté. Voilà. La sûreté, c'est le degré de risque. Alors que la sécurité, elle, c'est la personne n'est pas exposée à un danger. C'est la sécurité. Donc, dès qu'il y a la possibilité d'être exposé à un danger, on est en situation d'insécurité. Voilà. Et l'exposition à un danger dépend également de la manière dont on traite l'outil de travail. Quand vous êtes lieutenant à la passerelle et que vous ignorez les règles de barre, quelle manœuvre il faut faire quand je m'approche de tel ou tel obstacle, mais vous mettez tout le monde en danger. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, tout ça, c'est résumé dans le code ISM, qui est la gestion de la sécurité à bord, hein, qui est un code international hein, de safety management. Voilà. Donc, si vous arrivez sur un bateau, vous allez lire sur les frontons souvent safety first. Voilà. Safety first, la sécurité d'abord. C'était un mot comme ça seulement et c'était beau aussi à voir, c'était peint en rouge sur le fronton, mais c'est devenu une vraie réalité. C'est-à-dire, il faut le vivre, il ne faut pas le lire et monter à bord, prendre sa cabine. Il faut dire ce que j'ai lu là, il faut que je le vive pendant toute ma période d'embarquement. Alors, et pour bien vivre ce safety first là, c'est-à-dire toutes vos actions doivent être guidées par une analyse préalable hein, d'un risque existant. Est-ce que ça vous satisfait? Non. Hey, ton micro est coupé. Ah oui, oui, Taïrouk, est-ce que c'est... Oui, j'écoute, oui. Bon, vous allez m'excuser parce que je n'ai pas attendu l'introduction du capitaine Ali, Ouais. qui vous a merveilleusement présenté et que votre profil est le reflet du thème d'aujourd'hui, choisi par l'Organisation maritime internationale. Donc, je vous remercie de votre disponibilité en remerciant également Alun, n'est-ce pas, de sa modération bien appropriée. Alors, donc, pour juste, je ne vais pas me présenter parce que vous êtes le conférencier, votre présentation va suffire, mais juste pour donner un certain parallélisme, n'est-ce pas, du cursus. Parce que comme il a dit, moi je suis diplômé de Nantes, et quand on sort de Nantes, on est capitaine ou chef mécanicien, hein, avec un mémoire de fin d'études à soutenir. Donc, pour vous dire que c'est des hauts cadres qui sortent de l'École nationale de la marine marchande, actuelle École nationale supérieure maritime. Oui. Alors, l'OMI, pour sa journée de la mer, est un concept mondial. Et le Sénégal aussi a tiré son épingle du jeu, parce qu'étant également un pays maritime, certes, un pays maritime sous-développé, mais un pays maritime qui aspire à une certaine souveraineté. Donc, le thème d'aujourd'hui est assez consistant. Parce que naviguer vers l'avenir, la sécurité d'abord, demande, n'est-ce pas, à voir la chose dans son concept global, intégral. Ah bon, c'est pourquoi j'ai juste fait, n'est-ce pas, un papier d'une page, hein, que je vais vous lire, vous restituer pour la compréhension des uns et des autres. Alors, moi j'ai dit la journée de la mer est un moment solennel.
de réflexion sur les axes d'orientation du secteur maritime à travers le monde et particulièrement au Sénégal, qui veut s'acheminer résolument vers sa souveraineté technique et sociale maritime par une législation nationale maritime adaptée en conformité avec les recueils de règles et conventions internationales. Ce contexte de naviguer vers l'avenir se situe dans ce contexte de soutenir l'initiative nationale en la matière en confirmant avec les différentes conventions dont le Sénégal a ratifié, notamment la convention SOLAS, vous avez dit tout à l'heure, c'est la mère des conventions, la convention Marpol, STCW et la MLC, donc pour le social. Alors donc, pour simplifier le thème, qui n'est pas chose aisée, mais devant être considéré sous l'angle de la préoccupation des gens de mer et aux navires. Ma perception ou contribution à ce webinaire consiste à élaborer un manuel de procédure destiné aux gens de mer, dont l'objectif est de poser un tableau d'indicateurs pour la formation et l'orientation professionnelle et enfin instaurer une passerelle polyvalente entre les filières commerce, pêche, industrielle et en conformité adéquate avec la convention afférente et en complément de la nouvelle filière offshore. Ce manuel prendra en compte les aspects socio-professionnels du contrat d'engagement maritime se basant sur les conventions collectives et en conformité avec la MLC, Marine Law Convention, donc qui concerne le Bureau international du travail. Alors, donc, il y a le manuel de procédure destiné aux gens de mer et le manuel de procédure de l'exploitation du navire. Parce que tantôt, j'avais dit que c'est un thème majeur, assez difficile, parce que c'est un thème qui nécessite d'aborder l'aspect lié à l'exploitation du navire, l'aspect lié à la sauvegarde de la vie en mer et l'aspect lié à la préservation de l'environnement marin. Alors donc, ceci dit, ce manuel de procédure de l'exploitation du navire, du point de vue nautique et du point de vue commercial. Je rappelle que je suis expert maritime agréé, membre de l'Ordre national des experts du Sénégal. Et à ce titre, dans la convention STCW, on devait être placé DPA, Design Person Ashore, donc qui soit en collaboration directe avec l'affréteur contenu ou en collaboration avec l'armateur gérant. Alors donc ça c'est le rôle de l'expert maritime. Alors donc la sécurité de la navigation, comme j'ai dit tantôt, c'est un thème consistant parce que qui doit aborder ces trois aspects pour l'exploitation du navire, la sauvegarde de la vie en mer et la protection de l'environnement marin. C'est ça la sécurité, au sens large, quoi. Bien, si vous voulez, au sens étymologique du terme. Alors, ces manuels de procédure vont puiser leur mode opératoire dans la législation maritime nationale en conformité avec les textes en vigueur. Parce que la convention STCW sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille est un dispositif universel. Et le Sénégal qui veut atteindre une certaine souveraineté maritime doit établir une législation maritime nationale pour régler les problèmes spécifiquement nationaux
Donc, pour qu'il n'y ait pas trop de protestations et juste la protection des marins dans ce domaine. Alors, donc, une législation donc, maritime nationale en conformité avec les textes en vigueur, notamment la MLC et la STCW, etc. Alors, dans l'évolution actuelle de la souveraineté nationale, le Sénégal a mis récemment en orbite un satellite, Gaindesat 1, qui va promouvoir la géolocalisation nationale dans un contexte de sécurité de la navigation, de surveillance de la zone économique exclusive, contre la piraterie, la pêche INN et dans la numérisation par l'intelligence artificielle, dont le secteur maritime est déjà intégré dans le protocole de pilotage automatique depuis longtemps. La navigation intégrée existe depuis longtemps, notamment par les GPS, AIS et ECDIS. Alors, je vais me limiter à ça pour donner ce thème de sécurité d'abord dans son concept global. Hein? Et donc, vous souhaitant, en tant que